J'ai souvent craché sur eux pendant ma vie d'hôtelier. C'est vrai que parfois, ils pensent beau, mais pas toujours pratique. Pourtant, sans eux, pas d'hôtel. Qui aurait cru que nous parlerions d'architecture sur Hospitality Insiders? Bonjour Thomas Eustache. Salut Maxime. Je suis désolé Thomas, c'est toi qui ramasses pour tous les précédents, toutes les souffrances de moi et les autres hôteliers. Mais on va devoir parler d'architecture et tu vas devoir te défendre pendant cet épisode. Ça va, challenge accepted. Bon, bah écoute, comment est-ce qu'on devient architecte et plus tard architecte dans l'hôtellerie-restauration? J'ai très envie de savoir. Écoute, tout d'abord, désolé pour moi et pour tous mes confrères d'avoir fait vivre ça. Merci en tout cas pour ton invitation. Je suis effectivement architecte diplômé depuis 2017 et avec mon associé Bertrand Chapuis, on a créé notre structure qui s'appelle Hoche Studio, qui est une Mmh. agence d'architecture qui est implantée à Paris et Aix-en-Provence. On est originaire d'Aix-en-Provence, on a fait nos études à Paris. Et OK. on a une agence du coup d'archi qui s'appelle Hoche qui s'occupe de projets d'architecture, on va dire, plus traditionnels. Et on a aussi une branche qui s'occupe d'architecture orientée vers le développement durable. Et depuis 2 ans, on a lancé une troisième branche qui est une société à part qui s'appelle Shaw, qui est le verdant de Hoche, qui est Génial. qui est une boîte d'archi d'intérieur et de décoration. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on est assez multipolaire, multiforme. On sait faire beaucoup de choses. On a des équipes pluridisciplinaires et ça nous permet de pouvoir faire des projets de A à Z. Et donc on est un peu voilà, on était 2 quand on a commencé. Aujourd'hui, on est 12 Mmh. et on arrive à avoir plein de projets différents. On s'est spécialisé dans la rénovation, plus que dans la construction neuve. D'accord. On va dire qu'au début, c'était un peu par défaut parce que les premiers projets qu'on donne à des jeunes archis, c'est souvent des rénovations d'appart, ce genre de choses. On nous fait rarement confiance sur des grosses opérations tout de suite. Ouais, j'imagine. Et du coup, en fait, c'était par défaut et en fait, c'est un peu devenu par conviction parce que on estime qu'il y a vraiment une mission des architectes de travailler sur la réhabilitation du patrimoine existant et pour des raisons écologiques, pour des raisons patrimoniales, pour des raisons économiques aussi. Et du coup, on s'est vraiment spécialisé là-dedans. Voilà. D'accord. Bah, écoute, on va parler de tout ça. On va rapidement plonger dans la partie, architecture, ces choix-là. Comment est-ce que tu es arrivé à travailler, peut-être même te spécialiser sur la partie hôtellerie-restauration qui, j'imagine, a des problématiques différentes d'un bâtiment traditionnel? Alors ouais, ce qui est intéressant, bah, restauration, on fait des restaurants. Le premier qu'on a fait, c'était complètement par hasard. C'était, parce qu'on a un ami de mon associé, avec qui il fait du rugby, qui était, associé dans un restaurant d'un meilleur ouvrier de France, qui s'appelle le Boudoir et qu'on a Mmh. rénové. C'était un de nos premiers projets, rue du Colisée à Paris, je crois. Ouais. Et donc ça, c'était un super projet. Ça nous a fait découvrir un monde qu'on connaissait pas du tout, de la restauration où les chantiers se font en une semaine, on n'a pas le temps de fermer et cetera. Donc c'était un premier projet très, très marrant. Et l'hôtellerie, bah, en fait, on est rentré là-dedans, grâce notamment à Edgar Suite, qui est une boîte très intéressante qui fait du meublé de tourisme. Ils aiment pas quand on dit ça parce que euh, les mairies n'aiment plus trop le meublé de tourisme. Ils font Ouais. des résidences de tourisme. D'accord. Et en fait, on a commencé pour eux à faire des appartements et des changements de destination. Donc à Paris, tu as commencé à rénover pour eux des résidences, de bâtiments qui n'étaient pas des résidences hôtelières avant et de les transformer en, meublés hôteliers. Voilà. Et en fait, à la base, leur projet, c'était des appartements qu'on appelle diffus dans les immeubles. C'était Ouais. juste des petits appartements. Donc, on a commencé par faire ça. Et finalement, les meublés de tourisme, c'est comme des appartes, sauf qu'on y intègre les codes de l'hôtellerie. Et donc, c'est intéressant. Et après, ils ont commencé à faire des projets plus gros, donc des résidences complètes. Et là, on rentrait dans le RP,
Et du coup, là, il y avait encore plus de problématiques, Mmh. liées à la spécificité de l'hôtellerie et des établissements recevant du public. Voilà. ERP pour nos insiders un peu moins, formés, tu peux donner l'acronyme? Établissements recevant du public, donc qui sont Ouais soumis à et une législation très stricte pour, la sécurité et l'accessibilité. tu as une classification, je crois, hein, par rapport au nombre de personnes que tu peux accueillir et cetera? Exactement. En fonction chaque type de RP, en fonction du type d'usage, c'est-à-dire qu'un restaurant, n'aura pas les réglementations d'un hôtel, qui n'aura pas les réglementations d'une boîte de nuit et en fait, il y a des classements en fonction du nombre d'effectifs, du nombre de personnes qu'il y a à Mmh. l'intérieur et plus il y a de monde, plus les règles deviennent, de plus en plus contraignantes. OK et ça, c'est une formation supplémentaire que tu as dû acquérir pour te spécialiser à la partie hôtellerie-restauration, j'imagine? Alors non, c'est des choses qu'on apprend à l'école d'archi, mais Ah ouais. en fait, c'est un métier tellement large et tellement, on peut faire tellement de choses avec ce diplôme que beaucoup d'archis se spécialisent et nous, c'est des choses qu'on avait évoquées effectivement en cours notamment de sécurité incendie et que j'ai dû rouvrir effectivement mes cahiers d'école pour, Trop drôle. voilà. Ça existe, hein, Ouais. on ouvre encore nos cahiers d'école, Bah, oui, mais c'est super. Je suis quand même un peu curieux, alors peut-être que d'ailleurs dans nos auditeurs, il y a des archis ou des archis en devenir, des reconversions, qui sait? C'est combien de temps les études pour devenir architecte? Alors, il y a 5 ans pour être, architecte diplômé d'État, donc c'est licence master. Hem Et en fait, pour être, architecte HMONP, c'est le nouveau, avant on disait DPLG, ça Mmh. voulait dire diplômé par le gouvernement. HMONP, ça veut dire habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc ça veut dire qu'on a le droit de signer nos propres plans, de s'inscrire à l'ordre des architectes et cetera. Donc en fait, quand on a fini un master d'archi, un diplôme, on n'a pas encore la possibilité de s'inscrire à l'ordre des architectes. Il faut avoir une 6e année complémentaire qui est, une année de cours et de pratique en agence, qui permet d'apprendre un peu plus de choses, notamment sur tout ce qui est, gestion, de l'agence et cetera, comment ça fonctionne, enfin, avoir une vision un peu plus, on va dire, heu, économique aussi de qu'est-ce que ça veut dire être architecte, Ouais, je vois. Et il y a une différence dans la formation entre l'architecte d'intérieur et l'architecte classique? Je sais pas s'il y a une terminologie d'ailleurs que je connais pas, l'architecte Ouais, d'extérieur bah, peut-être? voilà, je te remercie déjà de ne pas avoir dit architecte d'extérieur parce que c'est souvent un terme qui nous est, Ah associé. ouais? Non, non, mais c'est à juste titre parce que, pour les gens, l'inverse de l'architecte d'intérieur, ça doit être l'architecte Mmh. d'extérieur. Ouais, Mais, c'est un petit raccourci c'est ça. facile. Bah, non, c'est pas les mêmes études, après, c'est pas les mêmes finalités non plus, donc ça, c'est assez logique. Hem, l'archi, on va dire que c'est vraiment un chef d'orchestre qui doit gérer, bah, son client, qui doit gérer les entreprises, qui doit gérer, les différents intervenants, l'urbanisme, les pompiers et cetera. L'archi d'intérieur, en fait, fait partie de ces intervenants que l'architecte doit réussir à gérer. Donc en fait, il y a vraiment un travail de synthèse et de gestion de en amont, des problématiques je pense que du coup, autant, l'esprit des architectes d'intérieur et des architectes est assez similaire puisque l'idée c'est de faire du beau, d'essayer de répondre au Mmh. mieux aux briefs des clients et cetera. Je pense que les architectes ont quand même une formation plus complète, notamment sur tout ce qui est technique et justement, sécurité et cetera, quoi. Et oui, ouais, parce qu'en effet, il y a des contraintes un petit peu différentes d'un métier à l'autre, j'imagine, ouais. C'est ça. Écoute, c'est hyper intéressant. J'ai envie qu'on plonge du coup beaucoup plus en profondeur sur, ton métier et le mien. Hem et je t'ai parlé notamment de cette petite frustration que moi j'avais, de mon point de vue. Déjà, j'aimerais comprendre dans la dynamique, comment est-ce qu'on transforme, une idée, une feuille blanche en un projet concret d'architecture et même allons plus loin, en un projet concret hôtelier d'architecture? Bah, le gros, gros travail, en fait, le plus gros travail, pour un hôtel ou pour autre chose, hein, je pense que la problématique est la même. C'est vraiment, la définition du programme. C'est-à-dire Mmh. qu'avant qu'on commence à dessiner, il faut prendre
le temps qu'il faut avec le client pour définir exactement ce dont il a besoin. Pas ce qu'il veut forcément, alors moi, quand un client vient me voir tout de suite en me disant: «Je veux mettre, de la moquette comme ça ici» et cetera, je lui dis: «Attends, attends, là d'abord, de quoi Mmh. tu as besoin? C'est quoi Et ouais. ton» voilà. Donc et ça, c'est un travail très important, et qui, dans la mesure du possible, se fait avec, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire, notamment, les chefs d'équipe et cetera pour savoir un peu, en termes Quand tu d'usage. dis chef d'équipe, tu veux dire les chefs d'équipe de l'hôtel ou les personnes chefs d'équipe des travaux? Non, non, justement de l'hôtel, c'est ça, dès le début, D'accord. alors c'est ce qui est Donc les opérationnels, les exactement, gens comme moi, le chef de réception, ouais. le gouverneur général, le directeur du restaurant, La et cetera. problématique, c'est que souvent, on n'a pas toujours, ces personnes Bah, qui j'imagine 3 ans avant si c'est, pour une future ouverture ou 1 an avant, ils sont même pas recrutés déjà que 2 mois avant, on a déjà du mal à les avoir. ouais, bah, alors c'est bien sûr, il y a l'histoire du recrutement, mais je veux dire, nous, alors on travaille pas énormément pour des hôteliers indépendants, on travaille plutôt Mmh mh. pour des groupes et du coup, il y a des responsables, c'est-à-dire que si l'hôtel en question n'a évidemment pas encore ouvert et pas encore recruté ses équipes, on peut demander, au chef d'équipe de l'autre hôtel et c'est-à-dire qu'il va nous dire: «Bah, dans tel hôtel, on avait fait comme ça, mais ce serait mieux que cette fois-ci, on ait ça en plus ou ça en moins, ça sert à rien». Bon, essayer d'avoir vraiment un travail, très, analytique des besoins de chacun, heu, parce que les besoins des clients, sur lesquels sont focus, en général les gens avec qui on parle, parce qu'ils veulent, voilà, cette expérience client, ils veulent que l'hôtel, il Et soit oui. incroyable pour leurs clients et cetera. Mais il faut pour qu'il soit incroyable pour leurs clients, il faut que ce soit aussi incroyable pour leur, personnel et que, le personnel qui gère l'hôtel au quotidien, et du coup, le savoir, heu, de ce personnel est hyper important dès le début pour pouvoir, clarifier bien le cadre du projet et puis après se lancer dans le dessin. Mmh. OK, et donc, par étapes, une fois que tu as fait ça, en fait, tu as identifié un peu les contraintes des parties prenantes, la vision qu'ils ont et leurs besoins réels, comme tu dis, non pas, le rêve qu'ils ont, mais le réel besoin, et là, tu commences à dessiner quelque chose. Tu pars d'une feuille blanche, ça se passe comment? Enfin, pour moi, c'est inimaginable un travail comme ça. Alors, comme je te disais, nous, on travaille beaucoup avec l'existant, donc on part rarement Ouais, d'une feuille blanche. On a c'est déjà un vrai. contexte qui est toujours très, très important et qui nous amène énormément de contraintes, parce que, un client qui va me dire: «Je veux faire, 50 chambres», mais qu'il a une seule cage d'escalier, je lui dirais: «Bah, il faut qu'on crée une cage d'escalier, on n'a pas la place de la créer, bah, ton hôtel, il marche pas». Donc, dès le début, on a aussi ça, c'est-à-dire qu'on a une phase d'analyse, on va dire très, à la grosse. On fait Mmh. des diagrammes de surface et cetera, pour voir combien de chambres on peut arriver à rentrer, heu, la en incluant aussi, voilà, tout ce qui est circulation, vérifier que ça fonctionne, auprès de la enfin, par rapport à la sécurité incendie et parce que c'est souvent ça, hein, qui cadre vraiment le début du projet et Ouais. puis après quand, on part d'un contexte qui est, un terrain vierge et bah, on va là, pour le coup, avoir un travail beaucoup plus important d'analyse du site, c'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a autour, parce que là, on va créer une façade. Donc quand on crée une façade, on réfléchit au contexte, on voit, les bâtiments à côté, est-ce qu'on va Mmh. construire en R+6 alors que de chaque côté on a des petites maisons? Ça a pas vraiment de sens. Bon, on réfléchit à ce genre de choses. C'est quoi le terme que tu as utilisé? R+6? R+6 c'est, un bâtiment de 7 étages, donc c'est rez-de-chaussée plus 6 Rez-de-chaussée plus 6. OK. et ouais, Faudra mettre les pardon, sous-titres, hein. beaucoup de Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi aussi, j'ai mon jargon, mais il faut juste le comprendre. et donc voilà, on va vraiment aller s'inspirer, essayer de parler un peu de l'histoire, du quartier, voir si on trouve des Ouais, sources d'inspiration. Donc il y a vraiment cette phase, inspiration du contexte et d'exploration et puis après on commence à dessiner des volumes qui, répondent aux règles d'urbanisme. Donc c'est-à-dire, ah bah, si votre bâtiment il fait plus de temps de profondeur, vous devez appliquer un gabarit de telle sorte. Donc, en fait, on va créer un bloc, on va tailler dedans par rapport aux réglementations, de l'urbanisme. Donc souvent, ils te disent, vous pouvez monter jusqu'à 20 mètres et puis après la toiture, elle doit faire 45° et puis après vous pouvez faire un toit plat, mais vous pouvez pas faire un cube. Donc on va essayer de tailler un petit peu le volume. On va mmh, intégrer nos niveaux à l'intérieur et puis après on va travailler, à une façade et
un bâtiment, qui fonctionne, avec les chambres qu'on a envisagées à l'intérieur. Ah oui. C'est un boulot quand même, enfin, déjà de longue haleine et qui demande beaucoup de compétences et une vision très, très en amont, hyper large, j'imagine. Enfin, j'ai du mal moi à me représenter parce que c'est pas du tout mon métier, de à quel point tu vas dans le détail et donc pour faire ça, tu es toi tout seul, toi avec ton équipe, à chaque fois vous travaillez à plusieurs sur le même projet pour partager les opinions? Comment ça fonctionne en interne? Alors, avec mon associé, on gère chacun, une agence. Moi, je suis à Paris et lui, il est à Aix. Mais par contre, Mmh. quand on commence à réfléchir à un projet, on réfléchit toujours tous les 2 d'abord. On essaie de trouver les grandes directions. Puis après, évidemment, si le projet est plutôt à Paris, c'est moi qui vais le gérer et s'il est plutôt à Aix, c'est plutôt mon associé. Et après, on a des chefs de pôle. Donc on a, Monica qui est la chef du pôle architecture, Vincent qui est le chef du pôle architecture d'intérieur et Gauthier qui est le chef du pôle, développement durable. Et en fonction du projet, si on nous a donné en fonction du type de mission qu'on nous a donné, bah, ils seront plus ou moins Mmh. tous, concernés. D'accord. C'est un peu comme des chefs de projet spécialisés sur un pôle, si je Voilà, c'est comprends bien? ça. Et puis après, il y a Mmh. d'autres équipes qui nous aident, d'autres architectes aussi, qui bah, on travaille tous ensemble à la réflexion. Globalement, on va dire que la 1re partie où on va envoyer un premier draft à notre client, on la Ouais, gère vraiment beaucoup plus Bertrand et moi parce que c'est des choses, heu, voilà, qu'on essaie de fixer les grandes idées tout de suite. bien sûr, ouais. Et après, on se fait aider avec les équipes pour le développer, le plus possible. Et il y a un élément essentiel là-dedans dont on n'a pas encore parlé, mais à quel moment tu places le budget? Entre le toi, tu commences à réfléchir à ton bloc là, à quel moment tu places le budget? Enfin, ça en plus, ça doit jouer à coups de dizaines de milliers d'euros de différence en fonction de ce que tu utilises? Ah oui, oui, alors, quand on parle d'un hôtel comme ça, dizaines de milliers d'euros, en général, c'est plus que ça, la marge. En Ouais. fait, T on a des ratios, dès le début. C'est ce que j'allais te demander, On ouais. a des ratios dès le début du projet. Alors après, encore une fois, comme on travaille pour des professionnels, ils ont quand même une idée de ce que ça peut coûter. Mmh. On travaille rarement pour des gens qui ont jamais fait un hôtel et qui veulent construire un hôtel du jour au lendemain. Heu on est souvent accompagné par des assistants maîtres d'ouvrage, les AMO, on appelle ça. Mmh mh. Dans le jargon du bâtiment, notre client, c'est le maître d'ouvrage et nous, on est le maître d'œuvre. Et souvent, les maîtres d'ouvrage, se font assister, donc par un assistant maître d'ouvrage qui lui est un sachant. Donc c'est souvent, des architectes ou des gens qui ont travaillé dans le bâtiment, pendant longtemps, Mmh. qui vont aider, notre client à prendre des décisions et cetera et cetera. Donc souvent en amont, Toi, ils traduisent ta vision, ton idée en quelque chose de actionnable et compréhensible pour le client final? voilà, alors après, souvent ça devient notre unique interlocuteur parce que, Ouais. le client, bon, on vient lui présenter de temps en temps les choses, mais notre interlocuteur direct devient cet AMO qui s'occupe de valider les Mmh. budgets, valider les trucs, faire signer les papiers, engager, Ouais, bien voilà. sûr. Donc il y a souvent cette personne-là qui a un rôle très important qui est supplémentaire au groupe. Et après pour le chiffrage, alors on a ces ratios dès le début, c'est-à-dire qu'on pourra Mmh. dire, un hôtel, neuf, comme ça va coûter tant par mètre carré. Après, Tu aurais un ratio un peu général pour qu'on se fasse une idée? Moi, j'ai vraiment aucune idée. Autant un prix de vente d'une chambre, je vois une chambre très vite, je peux te dire à combien on va la vendre ou quel est le prix moyen ou un revpar. Alors autant à la construction, j'ai absolument aucune idée. alors il y a énormément de paramètres évidemment. Heu, Ça peut être, tu vois, si tu fais des niveaux de sous-sol avec des parkings, bah, ça va être compliqué parce que tu vas les creuser, tu vas Mmh, devoir, faire des fondations spéciales, pour renforcer bien les sûr. voisins. Si ton sol il est pourri, tu vas devoir faire ce qu'on appelle des micropieux, donc ça, c'est des fondations spéciales qui coûtent très cher aussi. Tu as plein de paramètres, l'accès du chantier, s'il va falloir bloquer une rue pendant tout le chantier, enfin bon. Mais, globalement, Heu, ça dépend du nombre d'étoiles et notamment d'équipements que tu proposes à l'intérieur. Est-ce que tu as une piscine? Est-ce que tu as, je Mmh. sais pas, une gym et cetera? Mais sans tout ce qui est FF&I, en général, tu pars sur 2 500 € hors taxe du mètre carré pour la construction, quoi. Voilà, OK. 2 500 Alors, €. mes insiders qui t'écoutent, désormais savent ce que c'est que le FF&I, Ah oui, puisqu'il y a l
puisque à l'heure où, notre épisode sort et qu'il nous découvre, il y a pile 2 semaines, on a dû sortir un épisode avec Sébastien Romisvili, donc qui est FF&E manager, et qui gérait notamment l'ouverture du Grand Mazarin, qui est un 5 étoiles à C'est Paris, magnifique. qui a ouvert il y a quelques mois. Tu l'as Ah vu? bah, c'est un super hôtel, je l'ai montré récemment à un client d'ailleurs, en référence et bah, félicitations à lui. Beau boulot. Voilà. Donc lui, il nous expliquait bien ce que c'est que le FF&E. Moi, il m'a donné cette image et je te la redonne, tu me confirmeras si ou pas, si c'est en adéquation. Lui me dit, son métier, c'est j'ai adoré cette image, tu prends l'hôtel, tu le retournes et tous les objets qui tombent, c'est ce que lui doit gérer en termes d'achat et d'organisation. Donc lui gère ça et toi, normalement, ce qui tombe pas, C'est moi, c'est ton boulot. exactement, c'est OK. exactement ça Bah, c'est hyper clair. et mais comme on a aussi cette, dans notre agence, Shaw, l'agence d'architecture d'intérieur et de décoration, on a aussi cette casquette où on sait gérer le FF&E du coup et tout l'aménagement intérieur et de décoration. Oui, c'est une autre personne aussi avec qui on travaille, heu, sur les projets. Trop bien, hyper intéressant et d'avoir aussi quelques ratios, ça me permet un peu de mieux comprendre. Tu as donné quelques pistes tout à l'heure, notamment impliquer les parties prenantes. Moi, ma question, c'est comment tu t'assures que la construction que tu réalises, donc le projet final que tu rends, il soit à la fois en adéquation avec ton propriétaire, il satisfasse tes clients en termes d'expérience et réponde aux besoins des collaborateurs? Et je vais t'illustrer avec un exemple que j'ai vécu, d'arriver dans un hôtel qui était en travaux depuis des mois et des années, qui avant n'était pas un hôtel, donc c'était une rénovation suite à des bureaux. On arrive dans l'hôtel, on voit des chambres incroyables, on commence à descendre dans les sous-sols, on regarde, on dit: «Mais où sont les bureaux pour le personnel?» Il y avait pas de bureau. Genre, ils avaient rien construit du tout. Il y avait pas de vestiaire, il y avait pas de bureau pour le staff et donc il a fallu péter 9 places de parking pour transformer ça en des bureaux, du coup, au sous-sol, Ouais, sympa. auxquels il fallait accéder en traversant le parking et les vestiaires. Donc le matin, tu es dans ton vestiaire et tu as ton directeur général qui passe dans son vestiaire pendant que tu es en slip pour aller, dans son bureau à lui parce qu'il doit bosser et rencontrer un client derrière. C'est abominable. Ouais, bah, c'est ça qui est un peu, le prix du foncier enfin bon là pour le coup ton exemple c'est juste dingue parce que c'est même pas tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur le prendre le temps de bien écrire le programme avec ton Ouais, ton ton client et les ouais et je parties précise prenantes qu'on est dans de l'hôtellerie 5 étoiles en en plus. plus, voilà, mais Mmh. comment ça se fait qu'il y a personne qui a dit: «Attends, il faut, bon même l'archi aurait pu y penser a priori, mais Ouais, je pense. bon. Mais en fait, le prix du foncier est tellement important que c'est vrai que souvent les bureaux des équipes se retrouvent au sous-sol. Moi, on travaille en ce moment sur un 5 étoiles à Paris et ils sont tous au sous-sol, quoi Mmh. et bon, c'est À la limite que le staff soit en sous-sol, je trouve ça en termes d'expérience collaborateur, c'est nul, mais ça se défend. Mais il y a sous-sol et sous-sol. Il y a sous-sol où on a prévu et pas, on leur met un truc, froid parce que c'est un parking en hiver ils se caillent, ils doivent mettre un chauffage d'appoint parce que ça a pas été pensé. Tu vois? Il y a aussi ça. non, non, complètement. Hem, Non, non, mais l'hôtel en question dont je te parle, c'est un vieil hôtel, du coup, c'est des caves, tu vois? En fait, c'est pas bon, c'est pas non plus hyper sain, hyper agréable, et cetera, quoi. Donc bon, c'est un peu, ça fait partie justement de mon discours, d'essayer de leur dire: «Bah, on va essayer de dégager de l'espace dans les étages pour que vous puissiez, faire remonter un peu les équipes et qu'ils se retrouvent pas tous punis, sous-sol où, l'aération mmh est pas au top, et cetera, et cetera». Ouais. Mais le Et gros et donc toi, tu apportes cette vision quand même de, ce que moi j'appelle l'expérience collaborateur, mais qu'on pourrait même faire rentrer dans un pôle RSE, de dire en fait, quel est le confort qu'on offre aux personnes qui vont travailler dans notre bâtiment? Tu parles d'une cave, qui peut avoir des problèmes d'isolation et compagnie. Bon, est-ce que c'est ça qu'on a envie d'offrir aux gens qui vont travailler tous les jours de l'année dans notre établissement? bah, ça fait partie effectivement, comme tu dis, je pense des démarches RSE que les hôtels, mettent en place, ce qui est bien, hein, je pense qu'au début, c'était un peu un truc, une étiquette gadget, enfin pas gadget, mais tu vois, avoir une belle image. Mais je pense que c'est très important et bah, notamment, tu avais reçu la fondatrice de Hoco-Hotels, qui Oui, effecti Solène voilà, Auréa c'est ça, Davis, pardon, ouais. je me rappelais plus de son nom, qui, heu, Ouais, je t'en qui, prie. heu, qui racontait tout ça et qui a du coup, je pense, vraiment une vision sur ça hyper intéressante. Nous, par exemple, on a fait une résidence pour Edgar Suite dans le 18e arrondissement à Paris. Hem
dans laquelle il y a un gardien qui est présent 24 heures sur 24. Il a un appartement sur place, en fait. Et en fait, toutes les finitions sont les mêmes que dans les suites. En fait, il a un appart comme les autres. Si demain il y avait plus plus besoin qu'il y ait un gardien, cet appartement serait loué aussi bien que les autres, quoi. Je pense. Donc, ça fait partie de cette envie de dire que si les collaborateurs se sentent bien au boulot, ils travaillent Mmh. mieux et forcément, ça impacte aussi l'expérience Ouais, client. Donc au final, clairement. c'est Et bon, tu le sais évidemment parce que tu es sur ce podcast. Moi, c'est un sujet qui m'importe énormément, mais je trouve ça super important de se dire, en fait, on peut réfléchir autant en amont qu'au moment de la construction, de se dire: «Quelle expérience on va fournir à nos collaborateurs, pour qu'ils vivent dans cet établissement qui va devenir leur maison et qu'ils passent des moments agréables?» parce que ça a été pensé non pas que pour le confort des clients, mais aussi pour, leur confort à eux et finalement, ils passent plus de temps dedans que les clients, donc c'est hyper sensé. non, complètement. Je suis super d'accord avec toi sur ce sujet et bon, c'est vrai pour tous les jobs, hein, mais effectivement, comme, là, on offre du confort et du bien-être, c'est le principe même de l'hôtellerie. Heu, il faut que ça se ressente aussi de l'autre côté, quoi, pour que ça marche. Ouais, Enfin, je bien pense sûr. on le voit, quand on est dans des hôtels et qu'on croise du personnel qui est pas, qui est pas, heureux d'être là, quoi. Ça se sent et Mmh, ça peut ouais. dégrader l'expérience client aussi, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Enfin, c'est Et tu bah, ouais, ouais, non, mais et du coup, ça finira peut-être de répondre à cette question, mais pour, résoudre cette problématique et s'assurer que ce soit en adéquation avec tout le monde, toi, tu arrives ou, est-ce que c'est une coutume d'avoir un expert, expérience client slash expérience collaborateur qui vienne dans l'établissement et qui amène son œil pour, bah, dire en fait, «Il se passe ci, il se passe ça». Enfin moi typiquement, c'est le genre de truc que j'adorerais pour éviter des aberrations comme ce que j'ai pu vivre, précédemment dans ma carrière. écoute, c'est pas quelque chose, on n'a pas encore, eu ce genre d'intervenant, mais enfin, les groupes pour lesquels on travaille le font, forcément. C'est-à-dire que quand l'équipe opérationnelle récupère le projet, nous, c'est le moment où on Mmh. ne travaille plus, on a fini, mais ils nous font des retours parce qu'on continue à bosser avec eux et donc ils nous font remonter les choses. Par exemple, Edgar Suite, la façon dont leur qui est gérée par 3 fondateurs, heu, Xavier Auquin et Maxime Oui. et Grégoire Renoir qui sont frères. Ils ont chacun un peu leur domaine. Moi, je travaille beaucoup avec Maxime qui est sur le développement, donc sur la partie, heu, enfin, aller chercher les bâtiments, les rénover et cetera. Et Grégoire, donc lui, ses équipes, elles vont récupérer le bébé, puis on lui file le truc et après c'est ses équipes qui gèrent tout, quoi. Et en fait, Mmh. Grégoire fait remonter souvent des choses en disant: «Bah, la prochaine fois, ce serait bien de faire ci, de faire ça», et du coup, en fait, ils sont en perpétuelle, amélioration, leur cahier des charges, il évolue, c'est, heu, c'est Ouais. ils laissent pas le truc, traîner comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils apprennent aussi de je pense leurs différents choix. Mmh, bien sûr. Et eux, en effet, ils ont une répétition aussi où ils s'améliorent à chaque fois parce qu'ils ont plein de résidences, donc ils peuvent souvent pratiquer et un peu itérer sur les différents projets pour progresser au fur et à mesure. Complètement, ça leur permet d'avoir Heu, beaucoup de retours d'expérience, quoi. écoute, hyper intéressant. Je te propose qu'on continue sur la partie, architecture plus RSE, mais ce coup-ci avec l'angle, énergie notamment. Donc moi, j'ai une question qui me taraude déjà. Tu parles de rénovation. Est-ce que d'un point de vue impact carbone, gestion et cetera et tu vas rentrer plus dans le détail que moi. Il vaut mieux un projet créé à neuf, on parle bien de projet d'hôtel cette fois-ci, enfin cette fois encore, ou une rénovation? Alors, pareil, il y a tellement de paramètres, de manière générale, si on a un bâtiment, heu, existant, heu, c'est forcément plus intéressant de le rénover que de le démolir pour en construire un neuf. Heu, Parce que tu crées, une quantité de déchets, donc du coup de ressources que tu perds complètement et Oui. ça vient complètement exploser ton bilan, carbone dans l'opération. Heu, Après il y a la question de savoir si tu rénoves de manière ponctuelle ou globale.
C'est-à-dire, est-ce que tu vas faire des petites touches petit à petit ou est-ce que tu vas faire une grosse rénovation? Hem, une grosse rénovation, c'est forcément beaucoup plus intéressant parce que tu vas réfléchir à une rénovation globale qui va prendre en compte la ventilation, l'isolation, comment tu vas créer ton eau chaude, et cetera, et cetera. Et ça, en Bien sûr. fait, plutôt que de faire les choses petit à petit qui, bah, au bout de 10 ans, il y a les fenêtres que tu avais mis, elles sont plus assez performantes, et cetera. Là, tu vas faire une rénovation globale, c'est forcément plus intéressant que des petites rénovations. Après, parfois, par exemple, là, on travaille sur un hôtel où on est sur un terrain où il y a un petit bâtiment qui est juste au niveau rez-de-chaussée. Bah, là, on va pas le rénover parce qu'on va construire un bâtiment de 7 étages par-dessus. Ça paraît évident qu'on va le démolir pour construire un immeuble, enfin un hôtel. Mmh. Globalement, ça reste quand même de toute façon plus intéressant de rénover que de construire parce que ça te permet de pas consommer de matière, en fait. C'est ça le Ah oui. sujet. Après, Tu pars de l'existant et tu rajoutes juste d'autres choses voilà. plutôt que de construire à zéro, enfin devoir tout détruire potentiellement et reconstruire à neuf. Exactement. Après, tu as aussi, 2 autres paramètres qui sont importants dans cette réflexion. Le gouvernement met en place, ce qu'on appelle la loi, zéro artificialisation nette. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, on ne pourra plus, heu, artificialiser des sols. Donc, par exemple, un terrain, vierge, bah, juste on ne pourra pas construire dessus si on ne désar désartificialise pas ailleurs. Ouais, pas Donc en mal. fait, voilà. Donc ça va limiter la possibilité de construire des bâtiments neufs. Hem, donc ça, c'est un autre sujet qui fait que forcément, on va plutôt se tourner vers la rénovation. Mmh. Et après, la façon dont il faut réfléchir aussi sur la rénovation, notamment dans l'hôtellerie, c'est important, c'est d'essayer de faire des concepts, je parle plus d'archi d'intérieur, qui vont durer. C'est-à-dire que, on sait que dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, heu, bah, ça change souvent. C'est-à-dire qu'on fait des relookings, en permanence et ça consomme évidemment aussi beaucoup de matière, beaucoup d'énergie, tous ces relookings. C'est pour ça qu'on Mmh. essaye en général, nous, de pas nous inscrire dans des modes, quand on rend des projets. C'est-à-dire essayer de Ouais. pas forcément être dans une mode, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais essayer Ouais, un peu d'être une plus, tendance où, en fait, dans 10 ans, c'est cuit et il va falloir tout refaire à zéro et voilà, essayer reconsommer et d'être cetera. intemporel, c'est-à-dire que ça peut être à la mode, il y a 10 ans comme dans 10 ans, quoi. C'est un peu notre idée. Ouais, Après, c'est toujours très difficile, mais on peut pas prévoir, mais bien sûr, oui, mais en tout cas, j'imagine qu'il y a des grands classiques qui durent et tu as d'autres choses où tu sais que, bon, a priori, dans 15-20 ans maximum, ce sera plus là, donc pas éviter de surfer ces vagues-là et tu inclus ce fameux bilan carbone puisque tu t'en parles dans les projets? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré dès la feuille blanche? Je reprends cette expression même si on est d'accord que c'est pas une feuille totalement blanche, de calculer quel va être le bilan carbone peut-être dans le projet A ou B ou dans l'option 1 ou 2? ouais, complètement. Alors en fait, nous les archis, on travaille avec des bureaux d'études, thermiques, et fluides. Donc c'est des ingénieurs qui, vont nous aider dès le début du projet, comme le fait un économiste aussi, hein, pour nous aider à chiffrer le projet. Nous, on fait des ratios au tout début quand on discute Mmh. avec nos clients, mais après il y a des économistes qui rentrent en jeu, donc c'est des ingénieurs de l'économie de la construction. Ces bureaux d'études, thermiques, en fait, ils vont nous aider à concevoir toute la partie, technique, du bâtiment, pour, justement, essayer d'avoir un bilan, carbone, le moins, impactant possible. Parce qu'en fait, quand on dépose des permis de construire aujourd'hui, on est obligé, de donner ce qu'on appelle, de donner un document qui prouve qu'on respecte la réglementation énergétique, 2020. En fait, c'est un document qui analyse, heu, tous les paramètres, du bâtiment. Donc, D'accord. on va y intégrer, en quels éléments sont construits les murs, en quels éléments sont construits les planchers, quelles sont les performances énergétiques des fenêtres, des vitrages,
quel type de climatisation est utilisé, Mmh. et cetera, et cetera, et cetera. Et en fait, ça va nous permettre de prouver que notre bâtiment, il est, suffisamment bien, réfléchi et équipé pour, consommer le moins possible d'énergie. Et après, il y a ce qu'on appelle, l'analyse du cycle de vie. En fait, Ah, ce super même intéressant. bureau d'études, en fait, il par rapport à tous les documents, toutes les matériaux qu'on a identifiés qu'on va utiliser, mais même ça va jusqu'au revêtement de sol, c'est-à-dire qu'on va dire: «Bah, là, il y a de la moquette, là, il y a du parquet, là, il y a de la faïence sur les murs». Et bah, lui, il va faire un calcul, il va dire: «Bon, bah, heu, votre, par exemple, votre moquette que vous avez mis là, elle n'est pas recyclable, vous perdez des points. Par contre, là, vous avez mis du parquet, ça a une durée de vie importante, c'est recyclable, bah, là, vous en gagnez». Et en fait, Mmh. ils font une espèce de score total. Et en fait, on doit être au-dessus d'un certain niveau pour que, on respecte la réglementation énergétique. OK, hyper intéressant. J'ai lu ou entendu ou on en avait parlé, dans un précédent échange de l'utilisation de seconde main. Ça, c'est un terme que vous utilisez, vous, en architecture et est-ce que c'est ce dont on vient de parler ou est-ce que c'est autre chose que j'ai pas complètement compris? Non, c'est autre chose, c'est pas ce dont on vient de parler, c'est encore OK, une autre chose. Hem, ouais. alors c'est plus, on va dire, on l'utilise à 2 niveaux en archi d'intérieur. En tout cas, on essaie de le développer à fond parce que c'est très important. Et on sent que les maîtrises d'ouvrage, donc les clients, publics, et privés commencent à être de plus en plus sensibles à ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est quand on va visiter un bâtiment qu'on va rénover, on va faire un catalogue de tout ce qu'on estime qui est encore en bon état et qui peut être réutilisé. Donc soit dans le projet, c'est-à-dire que on va les réintégrer, d'une manière ou d'une autre, soit, qui peuvent être, heu, nettoyés et reconditionnés pour être, réutilisés sur d'autres projets. Donc en fait, il y a un peu ces 2 écoles-là. Soit on dit: «Bon, bah, on va», par exemple, on va rénover un hôtel. On se dit: «Bon, bah, tout a pris un sacré coup, mais les sèches-serviettes, ils sont nickel, ils sont canons, bon, est-ce qu'on a besoin de racheter des sèches-serviettes ou est-ce qu'on peut, récupérer cela, quoi?» Donc Mmh. ça rentre aussi dans la démarche de réflexion et dans la budgétisation de la chose, parce que ça veut dire que tu vas pas racheter tu vas pas avoir besoin de racheter de sèche-serviettes. Et tu vas devoir demander aux entreprises de les démonter avec soin pour qu'ils puissent être Ouais. utilisés. On casse pas tout, faites gaffe les gars, les serviettes, mettez-les-moi de côté. Exactement. Et donc ça, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi des boîtes, voilà, qui se sont spécialisées pour venir, heu, une fois que tu récupères le bâtiment, elles viennent, elles te disent: «Bon, bah, ça, c'est super, ça, c'est super, ça, c'est super, je récupère tout ça et moi, je vais aller les revendre à d'autres personnes, pour, voilà, faire marcher l'économie circulaire, quoi». Donc il y a vraiment ce sujet-là. Après, ça existe aussi avec, donc là, on parle vraiment beaucoup souvent des sanitaires, de ce genre de choses. Hem, Ça peut être des portes, ça peut être des dalles de Mmh mh. faux plancher, ça peut être, des luminaires, ça peut être plein de choses. Nous, ça nous arrive de le faire sur nos projets, enfin, qui sont pas forcément des projets hôteliers, qui sont plus des projets résidentiels où, par exemple, on rénove un parquet en pointe de Hongrie, magnifique, mais il nous en manque, voilà, on a fait sauter la salle de bain qui était au milieu. Il nous manque, 4 m², ben, on va aller les chercher sur un autre chantier où là, le mec nous a dit: «Je veux pas de D'accord. parquet, je veux mettre une dalle en béton». Mmh. On va du coup, on essaie de se voilà, plutôt que OK. d'essayer d'aller acheter des trucs, on transfère les matières pour, éviter de jeter, quoi. Enfin, faire des déchets, Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, c'est en effet très, circulaire et je comprends mieux, le l'utilisation aussi de ce terme de seconde main. et Hem, après Vas-y. on le réutilise aussi, par exemple, tout ce qui est, mobilier, vraiment, donc le FF&I pour le coup, tout ce qui tombe, comme tu dis. Ouais. Et en fait, on aime bien, aller chercher, alors le plus il y a de chambres, le plus c'est compliqué, mais essayer d'aller chercher des éléments, par exemple, ce sera, la chaise, dans la chambre, ou ce sera, heu, la table de chevet ou je sais pas quoi. Mais essayer d'aller chercher les petits éléments comme ça qu'on achète, qu'on va aller chiner, à droite à gauche pour un peu, voilà, se dire: «Bon, bah, plutôt que d'acheter une chaise neuve qui est fabriquée, je sais pas où, enfin, même si elle est fabriquée en France, ça c'est très bien, plutôt que d'acheter du neuf, bah, on va acheter des choses Mmh. qui ont déjà été construites, qui ont été, qui conviennent plus à leur propriétaire».
et en plus d'avoir on va dire un côté durable dans cette façon de réfléchir, on a aussi un côté, bah, ça apporte toujours un petit supplément d'âme, à la pièce, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que Bien sûr, c'est un élément qui a vécu, qui a une histoire, on sait pas trop, et c'est vrai que c'est ouais. toujours un peu bizarre dans un hôtel d'avoir des pièces, qui sortent un peu du cadre. On se dit: «Mais attends, ils sont allés chercher où cette pièce-là?» Et par exemple, je sais que chez Edgar Suite, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup, c'est que tu te sentes un peu chez toi, quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es pas dans un truc tout neuf, aseptisé et Mmh. voilà. Complètement et en plus, après si c'est bien raconté par le staff, ça peut faire un beau storytelling pour les clients derrière de cette pièce qu'on a trouvée à tel moment, l'architecture qui a pensé à ça, c'était, chez la grand-mère, du propriétaire, il y a plein de trucs sympas. On peut Exact. faire quelques liens. Il y a un peu plus d'un an, pendant au début de la saison 3, je suis allé au Barn, donc qui est une sorte d'hôtel, au sud de Paris. Et donc j'ai rencontré Edouard Den, qui est son fondateur. Lui me parlait de bâtiments réversibles, qui est quelque chose auquel lui croit beaucoup. Il a construit le Barn un peu dans cette dynamique-là. Je voulais avoir ton opinion par rapport à ces fameux bâtiments réversibles et la faisabilité de ces projets-là. Et ça, c'est alors hyper important, un grand oui à je crois au bâtiment réversible. Et j'avais écouté cet épisode aussi. Hem, Hyper Cool. intéressant. Non, non, mais vraiment, vraiment, et ce gars a vraiment une super réflexion, quoi. C'est-à-dire que, heu, justement, on est dans l'économie de matière, on est dans l'économie de moyens, on est obligé de faire ça maintenant. On ne peut pas penser à un projet sans imaginer qu'il soit réversible. Et aujourd'hui, Mmh. nous, la plupart de nos projets, c'est que de la réversibilité, en fait. C'est-à-dire qu'on a énormément de projets hôteliers, para-hôteliers qui sont, en fait, nos clients rachètent des bureaux et on les transforme en hôtels Ouais. ou en hébergement en meublé de tourisme, et même ces meublés de tourisme, en fait, c'est des appartements. Donc demain, si on veut, on peut les transformer en appart, genre sans aucun problème. Donc en fait, Mmh. il y a il y a il y a vraiment un intérêt à essayer de faire en sorte que ces bâtiments, qu'on construit ou qu'on rénove soient, réversibles dans leur usage, parce que, bah, les usages évoluent, quoi. Regarde, après le Mmh. covid, il y avait plus personne dans les bureaux, bon, bah, Ouais, typiquement. qu'est-ce qu'on fait des bâtiments de bureaux? Donc bah, c'est un bon sujet et justement pour bien faire comprendre à ceux pour qui c'est pas clair, un bâtiment réversible, c'est si je vais dans ton exemple, on a de base un bureau, on se rend compte qu'on a plus besoin de ces bureaux, on transforme en hôtel et dans 20 ans, 30 ans, le quartier a évolué, il y a plus besoin d'hôtel, la population a vieilli, on transforme ça en maison de retraite, par exemple. Exactement, et ça, c'est possible. Alors c'est possible dans la rénovation, c'est difficile, mais c'est possible. Enfin, tu vois, par Ouais. exemple, combien d'immeubles haussmanniens qui étaient tous des apparts sont devenus des bureaux ou des hôtels? Enfin, aucun problème, c'est réversible. Bon, après l'idée, c'est de faire aujourd'hui des bâtiments, où la réversibilité est facile à mettre en œuvre. Donc quand on construit des bâtiments neufs aujourd'hui, heu il faut penser où est-ce qu'on va mettre une gaine pour que, pour que ça devienne un appartement, ou que ça puisse être des hôtels, ou que ça puisse être ça des bureaux. En fait, il y a vraiment des réflexions de où est-ce qu'on va faire passer les colonnes d'évacuation des eaux usées. Enfin, tout ce genre de choses, c'est vraiment, en fait, Ouais. on va dessiner un projet et il faut qu'on se dise: «Bon, bah, on va faire 3 versions du projet». Il y a la version où ça va être, un hôtel, la version où ça va être des bureaux, la version où ça va être un appart. Et aujourd'hui, il y a c'est évidemment impossible parce que quand on dépose un permis de construire, il faut donner une activité au bâtiment pour Bien justement, sûr. respecter la réglementation et cetera, qui s'y Ouais. applique et cetera. Mais, à Bordeaux, justement, à Bordeaux, chez toi, je crois, C'est ça. il y a une agence d'architecture qui s'appelle Canal Architecture D'accord. qui a eu ce qu'on va dire un permis d'innover, donc c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à quelque chose de spécifique, et ils ont déposé le permis de construire du premier bâtiment sans affectation. Donc là, ils construisent un bâtiment et ils disent: «On ne sait pas à quoi il va servir, mais on peut le enfin, ça peut être On plein de peut le choses». modeler. Voilà, et ça pourra évoluer aussi, dans le futur en fonction des besoins et des usages des Bordelais, qui habitent dans le coin, quoi. C'est hyper intéressant. Ils sont Ouais. forts ces bordelais, Ah, mine ils de sont rien. forts, ces Bordelais.
Écoute Thomas, je te propose, une brève pause pour, mon petit jeu, de la journée, qui est, si tu le connais, donc mot-clé contre bénéfice. Je te répète les règles. Tu vas donner un mot-clé qui, s'il est utilisé par, nos insiders, soit sur Apple Podcast avec une note et un, commentaire, soit sur, Spotify ou encore sur, l'épisode, sur YouTube qui sortira de notre enregistrement. Ils donnent ce mot-clé ou plutôt ils l'écrivent et ils obtiennent un bénéfice de ton choix et là, je te laisse décider de ce que tu souhaites mettre en place. Hem, bah, je me disais que si, tes auditeurs, sont tous du milieu hôtelier, et que c'est quelque chose qui nous réunit, ça peut être intéressant, soit de se rencontrer pour, parler des différentes facettes de ce métier. Donc, ça peut être soit qu'on se rencontre pour, boire un verre et parler de boulot. Soit OK, ça peut être, si c'est des auditeurs qui investissent dans des immeubles et qui ont besoin d'un archi pour, ouais, réfléchir à des projets, ça peut être une visite avec eux dans un bâtiment, voilà. génial. Donc ça, c'est le bénéfice Ouais, et quel est le mot-clé pour l'obtenir? bah, visite du coup, Visite. soit on se visite au bar, si on voit un coup, visite en immeuble si on prend un coup. Parfait. Ils écrivent, visite, ils me préviennent et je les mets en relation avec toi pour qu'ils puissent organiser cette rencontre slash visite. Trop bien. Merci pour ça. Sans transitions aucune, on va ouvrir, élargir sur toi, ton passé. Si tu avais une machine à remonter le temps, on peut le dire comme ça, et que tu pouvais, remonter au début de ta carrière, qui est pas si longue que ça, mais ça fait quand même quelques années. Est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et bien sûr, si oui, qu'est-ce que ce serait? Écoute, j'y ai réfléchi, je trouvais pas trop de réponses et j'en ai parlé avec mon Dis-moi que tu ferais de associé. l'hôtellerie-restauration. Ah, en mode changement de vie total? Non, ne Heu, je t'impose pas ça, c'est chacun ses rêves, hein. je sais non, honnêtement, j'adore ce métier et c'est pour ça qu'on fait plein de choses différentes, et qu'on essaie de développer des pôles et cetera. C'est que tout m'intéresse dans ce métier qui est hyper large. Honnêtement, on en a parlé un peu avec mon associé, on s'est dit: «Franchement, on remplace, enfin, on changerait rien du tout à notre expérience parce que, même les choses qui se sont moins bien passées ou mal passées, en fait, on en apprend, énormément. Mmh, On apprend de nos échecs, enfin, c'est jamais des échecs, mais on apprend de nos expériences et heu ouais, et franchement, je pense que je changerais rien. Peut-être alors si peut-être la chose que je changerais, ce serait, heu effectivement, comme je t'avais expliqué au début de notre entretien, les architectes ont fait 5 ans d'archi, après on a cette 6e année un peu voilà. mmh, Sauf que cette 6e année, elle est un peu, encore pas suffisante d'après moi. Donc je rajouterais peut-être une petite année d'école de OK, management ou quelque chose parce que voilà, ouais, avec mon associé Bertrand, on s'est retrouvés on n'a jamais été salariés tous les 2, on a toujours été un peu freelance et cetera. Heu mmh, et en fait, aujourd'hui, on a nos salariés qui nous demandent des choses, on ne sait pas leur répondre, mmh. voilà, on reçoit des papiers, Ouais, des en fait, vous avez appris votre métier, la technicité, mais jamais d'autres corps, d'une gestion d'une entreprise, parce que finalement, c'est ça que vous faites, vous êtes des patrons d'entreprise ouais. et il faut acquérir des compétences et quand tu as, je sais pas 27-28 ans que tu sors d'école d'archi, bah, j'imagine que ça doit un peu manquer. Bah, c'est ça, tu vois? Tout ce qui est, on va dire, fiscal, tout ce qui est, Mmh. heu, enfin, je sais pas, tout ce qui est social, pareil, tu vois? Ouais, bien sûr. Ça, enfin, toutes ces choses-là, on nous les apprend pas dans cette fameuse année et en Bien sûr. fait, bon, bah, quand tu te retrouves avec, 10 personnes à gérer, il faut quand même savoir leur répondre et souvent, ils en savent Mmh. plus que nous et on leur dit: «Bah, je sais pas, toi, Ouais. explique-moi» et Mais c'est en effet un bon conseil, tu vois? De pas hésiter à soit refaire une formation ou une spécialisation, passer une certification pour acquérir ces compétences de gestion de l'entreprise et là-dedans, je mets, du RH, du management, du juridique, plein d'éléments qui te permettent de prendre les bonnes décisions et pas de te casser les dents, face à des problèmes comme ça. Même si bien sûr tu peux te faire accompagner au quotidien, ouais. c'est quand même sympa de pouvoir répondre au moins aux basiques, Exactement. de Non, non, mais alors, voilà, maintenant on a évidemment un comptable et cetera, mais toute la RH, c'est nous qui la faisons, ouais. je veux dire, on n'a pas encore les ressources pour tout externaliser non plus et c'est ça le Oui, sujet, en fait. C'est que, bien sûr. on est une petite entreprise et du coup, on peut pas se permettre d'appeler un avocat à chaque fois qu'on va faire un contrat de maîtrise d'ouvrage.
avec la maîtrise d'ouvrage. Enfin, voilà, on essaie de. Alors, ça nous permet d'apprendre un peu du coup et petit à petit de Mmh. connaître le sujet, mais je pense que c'est vraiment ouais, la partie qui nous, qui nous challenge le plus et qu'on apprend au jour le jour, effectivement. Je Ouais, c'est pense qu'une intéressant. voilà, une petite formation en plus là-dessus, ça aurait été pas de refus, mais ça voulait dire qu'on aurait commencé à travailler ensemble avec mon associé un peu plus tard et du coup, Ouais. je sais pas si je voudrais le faire de toute façon puisqu'on est Mmh. très content d'être ensemble depuis des Ouais, ouais, c'est plein d'interrogations. Après voilà, tu peux acquérir, ces compétences avec le temps, hein, c'est sûr, mais j'imagine très bien le type de challenge que tu dois vivre de ce point de vue-là. On pourrait s'imaginer que c'est la partie, technique, architecture, mais en fait, il y a d'autres choses très humaines finalement ou liées à une gestion d'entreprise, à l'entrepreneuriat même de manière générale, qui te challenge encore plus que ça finalement. C'est intéressant. Tu as une, recommandation de lecture peut-être à nous partager, en lien ou pas avec notre sujet d'ailleurs? Ouais, alors j'ai réfléchi et c'est un truc un peu de nerd, d'architecte que je vais te dire. D'accord. Donc peut-être que tes insiders, seront intrigués. Mmh mh. C'est un livre d'un architecte, suisse, je crois qu'il est suisse, qui s'appelle Philippe Rahn. Donc c'est un architecte, un peu particulier heu, avec, qui travaille avec plein de paramètres différents, et qui crée des architectures un peu spécifiques. Je vous invite à aller voir un peu ce qu'il fait, en ligne et ses conférences qui sont très intéressantes. Et il a notamment écrit un livre qui s'appelle Le style anthropocène. Donc l'anthropocène, tu sais, c'est ce voilà, ce moment Mmh. où on est, où en fait c'est Humain. voilà, l'humain qui est en train d'affecter, le l'environnement. Ouais. Hem, C'est l'impact de l'humain sur son environnement, exactement, pendant toute, cette durée de l'humanité sur la terre. c'est ça, et qu'on est en train Mmh mh. de l'affecter, profondément. Et en fait, si tu veux, dans ce livre, il fait l'analyse, et le lien entre l'arrivée des techniques et des énergies fossiles et cetera, et le fait que, bah, à partir de ce moment-là, l'architecture est devenue, minimaliste, tu vois? On mettait plus rien à l'intérieur, les bâtiments sont devenus, des grandes baies vitrées ouvertes et cetera, voilà, on est allé sur des choses qui du coup, consomment énormément, et en fait, lui, il fait un espèce de petit, pas de côté en disant: «Bon, bah, aujourd'hui, il y a quand même des choses de bon sens qui sont, des petites choses à faire, simples, qui sont low tech» entre guillemets, c'est-à-dire, Mmh. vraiment l'inverse du high tech, et Ouais. de dire: «Bon, bah, par exemple, on peut se réinscrire dans le développement durable, grâce à ces petits tips», et c'est des bêtises, hein, tu vois? Mais c'est dire, bah, par exemple, un mur qui est pas isolé, qui donne sur l'extérieur, pourquoi on mettait des tapisseries au mur dans les châteaux? Bah, c'était pour protéger du froid. Enfin, c'est tout bête, hein. Pourquoi on mettait des pampis, autour des lustres? Bah, c'était pour diffuser encore plus la lumière. Enfin, que des petites choses comme ça, enfin, tu vois? Et moi, ça m'a fait penser, notamment en lisant ce bouquin, hem, j'ai des clients, qui sont, étrangers, qui ont acheté une maison, dans le sud de la France, à Galéard, et on a travaillé pour eux, on a rénové la maison, et le premier jour, on est venu, et heu, enfin, avant de rénover la maison, on est arrivé et ils avaient ouvert toutes les fenêtres, parce qu'il faisait chaud. J'aurais dit: «Mais en fait, quand il fait chaud, il faut pas ouvrir la fenêtre, il faut fermer les Ouais, bien volets». sûr. Eh oui. Et en fait, c'est des réflexes qu'on a dans le sud, que tu peux, enfin, tu vois? Mais que Mmh. des gens qui sont, américains ou anglais ont pas forcément, tu vois? Ouais. Comme Surtout quand tu es réflexe. habitué à avoir la clim chez toi. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que, Eh et notamment à Paris, on a énormément de clients qui nous demandent de foutre la clim. On leur dit: «Non, non, mais ça sert à rien de mettre la clim, il faut isoler, bien sûr. changer nos Si fenêtres». ton bâtiment il est suffisamment isolé, Voilà, à c'est ça. Paris, tu as pas besoin de climatisation. Donc bon, enfin voilà, c'est plein de petits tips comme ça qui permettent de réfléchir à un aménagement, une décoration, low tech, qui permet d'améliorer, la durabilité et la réduction de consommation d'énergie. Voilà. OK, je te promets pas de le mettre en haut de ma pile tout de suite parce que j'en ai quelques-uns de mes invités, C'est tout petit, mais tout petit. bah, je l'ajoute avec plaisir. En tout cas, c'est intéressant aussi d'élargir sur d'autres sujets. Dans cette ligne ou dans une autre, tu as également une citation favorite à nous partager? Écoute, j'ai réfléchi, j'avais pas de citation favorite. Après, j'ai commencé à dire: «Est-ce que je vais aller chercher un truc?» et cetera, et en fait, Ouais. je me suis dit: «Je vais prendre la citation de Monica, qui est, notre, une chef du pôle architecture, heu, qui nous dit tout le temps, «No risk, no fun», et en fait, c'est marrant parce que
c'était un truc qu'on se disait un peu au début dans nos projets, c'est-à-dire que parfois on savait pas, on disait bon qu'est-ce qu'on fait, on fait ci, on fait ça, on n'avait pas de bureau d'études pour nous aider, on était un peu à essayer de trouver des solutions en réfléchissant, en étant logique, pragmatique, etc. Mmh. Et du coup on se disait bon bah on le fait pas, et là c'était no risk, no fun. Donc on y allait, et bon jusqu'à aujourd'hui ça n'a jamais eu de problème, donc tout va bien. Ça veut dire que notre esprit Trop de bien. déduction était pas trop bête. Voilà, maintenant on commence à travailler sur des projets qui sont tellement gros que le no risk, no fun, on essaie de l'éviter à tout prix. Donc, mais bon, c'était un peu notre motto au début au début de l'agence. Merci, Monica, d'apporter un peu de fun, dans cette agence. On l'embrasse. Heu, après toi, pour nous, parler d'archi, d'excellence de service ou tous les sujets, qui nous passionnent ici, qui est-ce que tu aimerais voir ou entendre sur Hospitality Insiders? Bah, du coup, je te proposerais d'inviter un des associés d'Edgar Suite, qui sont des partenaires avec qui voilà, on adore travailler, et qui sont trois associés passionnés par ce métier, Mmh. et hyper actifs, et hyper sympas. Donc, ouais, je te conseille d'en recevoir un des trois. Ça dépend sur quel Top. sujet tu veux les lancer. Ils ont Écoute, sans chacun sans trop révéler de secret, j'ai déjà été un peu en contact avec, Xavier Hawkins, donc voilà, c'est ça va me motiver d'autant plus à continuer cette conversation et donner lieu à un épisode, pourquoi pas. ça marche. Ouais, super. Quelqu'un qui aimerait, parler architecture avec toi, comment est-ce qu'il peut te contacter? Alors, pas par LinkedIn, parce que LinkedIn, je suis spammé et je j'arrive plus à suivre tellement j'ai OK, de contacts. Mais grand plaisir, bah, par mail directement, thomas@hoche-studio.com. Sinon par Instagram, sur le compte de Hoche, voilà. sur le compte de Hoche. OK, on mettra évidemment toutes les références pour que ce soit facile, d'accès et je te propose de, terminer, l'épisode avec le mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? C'est, bah, je dirais aux gens de s'intéresser à au maximum de choses qu'ils peuvent. C'est-à-dire que sortir de sa bulle et de son confort, c'est toujours hyper intéressant. Aller parler avec des gens qu'on connaît pas, aller parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Moi, je trouve que c'est très important de débattre. Aujourd'hui, on est de plus en plus réduit dans Mmh. des petites communautés, un peu contre notre gré aussi, hein, à cause des réseaux sociaux, à cause de toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est bien d'aller à voilà, mais c'est pas forcément des grosses choses, hein, mais juste aller voilà, parler avec quelqu'un. Enfin, nous, on se connaissait pas, par exemple. Je t'ai contacté, on a papoté, c'était sympa, tu vois, et finalement, on fait un podcast. Enfin, je trouve que c'est bien d'aller parler avec des gens qu'on connaît pas, ou qui sont d'autres milieux, qui travaillent dans d'autres choses, qui sont d'autres cultures, et les comprendre, même si on n'est pas d'accord avec eux. Mais essayer au moins de comprendre pour éviter de se retrouver où on crie chacun de son côté sans plus écouter. C'est important d'écouter les autres. Voilà.